En 1609, à la suite du traité d'Anvers, les Provinces-Unies accèdent à l'indépendance après un conflit face aux Espagnols. Cependant, cette paix n'est qu'une trêve, car la guerre reprendra bientôt. Cette dernière, dite de 80 ans, ne s'achevant véritablement qu'en 1648, soit au même moment que la fin de la guerre de 30 ans. C'est donc dans le sang que naît ce pays, qu'on a plus coutume l'habitude d'appeler les Pays-Bas, bien que l'expression englobe aussi les possessions espagnoles plus au sud. Possessions qui diffèrent à bien des égards des Provinces-Unies, alors majoritairement protestantes. C'est d'ailleurs en bonne partie pour des motifs originellement religieux qu'éclata le conflit, dû à la politique répressive de Philippe II d'Espagne, bien que les raisons soient évidemment plus complexes, comme le fait que le roi en question n'ait reçu qu'une éducation en espagnol, contrairement par exemple à Charles Quint qui était né à Gand et qui était polyglotte, ou que ses conceptions de la société diffèrent en de très nombreux points, étant un monarque pour le moins autoritaire. D'un point de vue géographique, les Provinces-Unies possèdent certains avantages non négligeables. Situées dans une zone de très forte activité économique, c'est donc tout naturellement que la jeune République se tourne vers le commerce. De plus, la réforme protestante en Europe est vecteur d'idées nouvelles. Et c'est une branche plus radicale que les autres qui va prendre son essor dans la République, le calvinisme, développé par Jean Calvin, bien que la liberté de culte reste une valeur importante aux Provinces-Unies. La richesse des villes commerçantes de la région ne date pas d'hier. En effet, déjà au Moyen Âge, elles occupaient un rôle capital dans les échanges commerciaux, bien que n'ayant jamais réellement formé un État important, à l'instar de la majorité des membres du Saint-Empire. Les Flamands avaient, par exemple, une industrie textile particulièrement florissante, grâce au textile anglais, là où, plus au nord, les Néerlandais ont eu plus de succès avec la confection de vêtements. L'histoire n'est cependant pas tout rose, et les villes connaîtront aussi des bas qui obligeront parfois à des reconversions dans d'autres domaines, comme l'agriculture ou la pêche. Cette dernière se révélant être particulièrement lucrative, développant une véritable industrie de la pêche dans la mer Baltique, occupant déjà une place centrale dans la région avant même la naissance du pays. Les Néerlandais sont donc déjà bien réputés en Europe, en particulier dans le commerce. Amsterdam, déjà prospère, s'impose rapidement, cela étant accentué par l'arrivée de migrants, la plupart fortunés venus du sud pendant la guerre. Les Hollandais mènent alors des expéditions plus loin qu'à leur habitude, en Afrique, au Brésil ou en Inde. Ils s'opposent aux Portugais qui dominaient jusqu'alors les routes aux épices, et dont la couronne était liée à l'Espagne depuis la bataille d'Alcácer-Quibir et la mort du roi. Les Français et Anglais en profitent aussi parfois pour affaiblir l'Espagne, la République n'étant alors pas forcément une très grande menace, au vu de son armée ou de sa démographie. Ne pouvant donc pas mener d'opérations de grande ampleur, bien que possédant une marine de qualité, les Néerlandais vont rapidement pouvoir s'implanter dans des contrées lointaines. En 1594, écrit la compagnie Van Ver, dont l'objectif est clair, ramener des épices des Moluques. Et le commerce d'épices est alors particulièrement lucratif. Si les voyages peuvent être extrêmement coûteux, une cargaison de poivre, de clous de girofle ou de cannelle peut facilement rembourser la totalité des frais. Attirés par l'appât du gain, nombreux sont ceux qui tentent leur chance dans la création d'une entreprise. Seulement, une trop forte concurrence menacerait aussi de faire baisser le prix des épices. En 1602 sera donc fondée la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, ou plus simplement VOC. Le statut de l'entreprise est un peu particulier. Il y a une vraie administration, basée sur 6 chambres, représentant les compagnies, et le nombre de représentants est proportionnel à la participation financière. De plus, la VOC possède un capital de départ très important. À vrai dire, elle a presque tout d'une véritable entreprise. Son capital est divisé en actions cotées en bourse. Elle verse des dividendes à ses actionnaires. Et il existe même des assurances, les risques étant non négligeables.
Il s'agit d'une première dans l'histoire, au vu de sa taille, d'autant qu'elle est à durée indéterminée. Malgré cela, du fait de son statut, elle est donc aussi sensible aux spéculations, et peut manquer de perspectives long terme, du fait que ses actionnaires privilégient le profit instantané. Rapidement, elle s'engage dans des pratiques peu orthodoxes, proches de la piraterie, face aux Portugais en Inde. Il est cependant difficile de voir ces conflits comme ils ont l'habitude de l'être en Europe. Ces derniers sont souvent étalés sur une très longue durée, de plusieurs décennies, avec de multiples péripéties et intrigues diplomatiques. Il n'est par exemple pas rare de nouer des liens avec les locaux qui ont souvent une bonne connaissance de la région. Les Hollandais commencent donc à bâtir leur empire, s'emparant de forts et installant de nombreux comptoirs. Ils délogent les Portugais aux Moluques pour s'y installer. Un peu plus tard, ils raseront la ville de Jakarta pour y fonder Batavia, qui deviendra la capitale de la VOC en Asie. Les Hollandais n'hésitent pas aussi à recourir à la violence pour étayer leur ambition. La VOC continue donc inlassablement ses affaires. Elle colonise Formose, entre en conflit contre la Chine, dans l'objectif de forcer le commerce, en vain, et obtiendra des droits exclusifs au Japon, étant les seuls occidentaux autorisés à commercer depuis l'exclusion des Portugais. Ils doivent néanmoins se soumettre à de nombreuses contraintes, ne pouvant par exemple rien apporter de religieux. Les relations resteront cependant relativement cordiales, cela arrangeant les deux bords, et permettant aussi au Japon d'accéder à de nombreuses connaissances scientifiques occidentales. De plus, le commerce que réalise la VOC ne coûte presque rien à la métropole. En réalité, elle fait du commerce d'Inde en Inde, récupérant des marchandises dans un pays pour le revendre dans un autre. Elle vend par exemple du textile indien contre des épices à Sumatra, ou des épices au Siam contre de l'étain. De plus, la VOC détient deux monopoles importants, celui du marché japonais et celui des épices fines pouvant intervenir militairement pour empêcher un pays de produire ses épices, lui assurant sa rentabilité. Les Néerlandais vont aussi faire de nombreuses découvertes dans les environs, les plus notables étant sans doute l'Australie et la Nouvelle-Zélande, cette dernière étant d'ailleurs nommée en hommage à la région de Zélande. Pour autant, les trajets de la métropole à l'Asie sont longs et dangereux. C'est pourquoi une colonie sera établie au Cap, qui avait précédemment été découvert par les Portugais, étant un point stratégique pour le ravitaillement, particulièrement en fruits pour éviter le scorbut. Pour peupler ces régions, ils font parfois appel à des Français ou des Allemands. En effet, beaucoup à cette époque avaient immigré aux Pays-Bas, souvent pour des raisons religieuses, la République autorisant la liberté de culte. De ce fait, de nombreux huguenots français ou juifs portugais immigreront, des gens qui par ailleurs étaient souvent d'un assez haut niveau d'éducation. Cependant, une des plus grandes innovations néerlandaises réside sans aucun doute dans l'amélioration des moulins à vent, qui permirent une augmentation significative de la production. La réduction du coût pour créer des bateaux eut aussi un impact majeur sur l'essor de la République. Une standardisation s'opère aussi évidemment pour produire un tel nombre. La flûte, un type de navire peu coûteux et solide, sera aussi sans doute d'une grande importance dans le commerce, ayant une importante cale pour le transport de marchandises. De plus, les moulins, couplés à l'utilisation de digues, permirent de gagner des terres. Pour ce qui est du bois et des vivres, ils sont généralement importés de la Baltique, contre des draps, les Pays-Bas n'étant pas autosuffisants. À vrai dire, le problème à l'époque est plus le manque de matelots, ce qui va pousser la République à en chercher à travers toute l'Europe, à un tel point que les Néerlandais représenteront moins de 50% de l'équipage un temps. Il faut dire que c'est probablement l'un des métiers les plus risqués qui soit, et que la mortalité ne diminue pas, malgré certaines initiatives contre le scorbut par exemple, devant aussi gérer l'importante logistique et la piraterie, de très nombreux mercenaires étant engagés dans ces expéditions. Mais si l'Asie est de prime abord le centre névralgique du commerce, au vu de l'importance majeure qu'occupe la VOC,
elle est loin d'être l'unique préoccupation des Néerlandais. On peut par exemple citer la Compagnie des Indes occidentales, ou GWC, créée en 1621, centrée sur les affaires américaines, bien qu'elle puisse aussi intervenir en Afrique. Elle mène une politique agressive à l'égard des Portugais et des Espagnols, parvenant à s'emparer du Brésil, alors la première colonie sucrière au monde. La République y mènera une politique pour le moins originale. Ils s'opposeront à l'esclavage, créant une nouvelle classe moyenne de propriétaires, et encourageant l'immigration, en particulier d'autres religions, soit essentiellement des protestants et des juifs. Seulement, cette politique s'avérera être une catastrophe, d'autant qu'ils avaient précédemment détruit la majeure partie des moulins à vent. Ce qui n'est évidemment pas sans causer de gros problèmes, car le sucre portugais était aussi négocié à la bourse d'Amsterdam. Le Brésil étant finalement repris par les Portugais après un échec de la GWC. Un changement de politique va à ce moment s'opérer. Les Pays-Bas vont dorénavant participer à la traite négrière. Ils prospèrent donc aux Caraïbes et s'installent au Suriname, une région assez hostile, propice aux attaques d'Amérindiens. Ils font notamment appel aux marrons, des esclaves fugitifs, pour s'emparer de la région, et font preuve d'une grande violence, établissant un régime reposant quasi entièrement sur l'esclavage. Mais la colonie néerlandaise la plus iconique est sans doute la Nouvelle-Néerlande, avec pour capitale la Nouvelle-Amsterdam, aujourd'hui New York. Peu peuplée, encerclée par les Anglais beaucoup plus nombreux et reposant essentiellement sur le commerce de fourrure, la colonie tombera dans les mains de la perfide Albion, malgré l'alliance avec les Iroquois. Le déclin des Provinces-Unies va cependant bientôt s'amorcer. Au début de la seconde moitié du XVIIe siècle, ils rentrent en guerre face aux Anglais, à 2 reprises. Néanmoins, ils finissent vainqueurs après la bataille de Midway, où étaient stationnés de très nombreux navires anglais, faisant craindre le risque même d'une invasion. Il s'agit donc théoriquement d'une très grande victoire pour la petite République. Mais la guerre aura bien affaibli les armées des deux camps, d'autant que de nouveaux conflits vont bientôt se présager. Sur Terre, les Provinces-Unies entreront en guerre contre la France à de multiples reprises, notamment lors de la guerre de Hollande, celle de la Ligue d'Augsbourg ou celle de la succession d'Espagne. Des conflits qui deviennent toujours plus importants, mobilisant des coalitions et la levée de centaines de milliers d'hommes. L'année 1672 marque à ce titre un vrai désastre pour le pays, qui doit faire face à l'Angleterre et à la France. Cela a un lourd impact sur l'économie, et le pays est volontairement inondé pour empêcher l'avancée française. Ces guerres auront pour effet de totalement chambouler l'Europe d'alors. L'Espagne est définitivement mise au second rang. La France continue de s'affirmer en Europe, au prix d'une économie dévastée. Les Provinces-Unies restent une nation prospère, mais voient la fin de leur siècle d'or, d'autant qu'ils rentrent à nouveau en conflit avec l'Angleterre. En 1770, les patriotes néerlandais gagnent en influence et ébranlent la stabilité du régime. Ils s'opposent à Guillaume d'Orange, craignant un basculement dans la monarchie, et s'inspirent des révolutionnaires américains et des Lumières. Finalement, à la fin du XVIIIe siècle, la Compagnie des Indes occidentales sera dissoute, N'ayant pas été une très grande réussite, suivie de peu par celle des Indes orientales, du fait de la corruption endémique, des changements amorcés en Europe, de la mauvaise organisation de l'entreprise avec des dividendes beaucoup trop élevés, et de l'invasion de la France. Le temps a fait son affaire, et les épices qui étaient autrefois convoitées ont perdu de leur superbe. Désormais, ce sont d'autres marchandises, comme la porcelaine ou le thé, qui connaissent un véritable essor. L'Empire néerlandais, bien que le terme soit débattu au vu de sa nature, aura tout de même laissé un héritage important, avec de nombreuses avancées scientifiques, en cartographie, en économie ou en philosophie. Cette période, que l'on nomme parfois le siècle d'or, aura vu une vraie profusion, particulièrement dans les arts, avec, pour ne citer que les plus connus, Rembrandt ou Vermeer. De nombreux étrangers ont aussi contribué à ce siècle d'or. Parmi eux, beaucoup d'exilés religieux, dont le plus célèbre
et sans doute Spinoza, bien qu'il souffrira de la censure. Mais on peut aussi citer Descartes ou Locke, qui y ont passé une partie de leur vie. Dans le cas de la littérature et de l'imprimerie aussi, les Pays-Bas gagneront en influence. La plus grande liberté garantie permettant notamment la publication d'œuvres interdites autre part, devenant un éditeur majeur en Europe. Le dynamisme du système financier fut aussi un atout majeur, le florin s'étant rapidement imposé comme une monnaie de premier plan en Europe, tandis que pendant longtemps, les investisseurs ont eu confiance dans la dette néerlandaise. La République est devenue un véritable marché international de capitaux, avec pour spécialité la possession de la dette étrangère. La bourse, le financement par action ou les assurances doivent aussi beaucoup à la République. L'exemple le plus iconique de cette prospérité néerlandaise est probablement la crise des tulipes de 1637, qui verra le prix des bulbes de tulipes exploser pendant un temps, avant de revenir à son niveau initial, souvent désignée comme la première bulle spéculative de l'histoire, bien que l'appellation soit contestée. Le pays bénéficia aussi d'un taux d'alphabétisation très élevé pour l'époque, probablement en partie dû au protestantisme. Elle disposait en 1650 d'une population urbaine plus grande que celle des îles britanniques et de la Scandinavie combinée. Son niveau de vie était alors le plus élevé d'Europe, et restera très élevé pendant longtemps. Contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre d'ailleurs, les Pays-Bas ont peu souffert de la famine, comparé aux autres pays européens, malgré l'urbanisme et le peu de terres cultivables, beaucoup de céréales étant importées depuis la Baltique, ce qui a permis une croissance démographique importante et une meilleure imposition. La société y était d'ailleurs particulièrement moderne, avec une noblesse avec un rôle assez faible, des paysans qui pour beaucoup possèdent leurs propres terres, ou l'existence d'une assez vaste classe moyenne et d'un clergé comparativement peu influent. C'est donc un petit État, à la géographie peu favorable de prime abord, et avec peu de ressources, qui s'imposa comme une des puissances les plus importantes en Europe, et qui sera par la suite éclipsée par l'Angleterre, qui s'inspira grandement des Néerlandais, et dont un roi de la maison d'Orange-Nassau aura d'ailleurs gouverné le pays, à la suite de la Glorieuse Révolution, marquant des changements majeurs dans la politique. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes.